Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur, une grande joie d'être avec vous ce matin pour ouvrir ce très bel événement dans cette si belle ville. Nous ne vivons pas une époque de changement, nous vivons un changement d'époque. Et ce changement, il est passionnant, il est fascinant, il est probablement aussi inquiétant. Alors moi, j'ai un grand privilège ce matin, c'est que j'ai 30 minutes et non pas 10. Mais je vais essayer de ne pas déborder. Comme disait Charles Péguy, il faut dire ce que l'on voit, mais plus important encore, il faut voir ce que l'on voit. Et il est très important de prendre du recul, parce qu'on ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où on vient. Alors je vais vous amener ce matin à prendre un petit peu de recul pour comprendre ce monde incroyable dans lequel nous sommes en train tous de vivre aujourd'hui. Au moment de l'exposition universelle de Paris en 1900, c'était encore le moment de cet incroyable optimisme qu'ontient, vous savez, on appelait ça le positivisme, c'est-à-dire on pensait que la science allait permettre de régler tous les problèmes. Et à l'époque, tout le monde était allé voir le palais de l'électricité parce que c'était l'illustration de cette technologie triomphante et on pensait que grâce à cette technologie, on allait tous vivre mieux, plus heureux et plus en paix. Il y avait aussi une deuxième attraction qui avait eu un grand succès, ça s'appelait la rue de l'avenir. C'était un pont roulant qui faisait le tour de l'exposition universelle. Les gens adoraient ça parce qu'à l'époque, c'était totalement nouveau. Le fait que ça s'appelait la rue de l'avenir, c'est vraiment le symbole du fait qu'on était enthousiaste à propos de cette technologie. Et en réalité, assez rapidement, le XXe siècle a été un siècle de déception. En fait, un soir d'avril 1912, pour la première fois, on a compris que la technologie avait des limites, que la nature se rappelait à nous et qu'elle pouvait aussi être créatrice de beaucoup de malheurs. Bien sûr, 2 ans après, on a vraiment vérifié, malheureusement, que grâce aux technologies, les guerres n'étaient pas plus courtes, elles étaient juste beaucoup plus meurtrières. Si vous voulez avoir une idée, peut-être physique, du nombre de morts de la Première Guerre mondiale, vous prenez le grand stade de Casablanca quand il va être construit, vous le remplissez au maximum, 110 000 personnes, et vous multipliez par 100 le nombre de morts de la Première Guerre mondiale, et ça c'est seulement la première. Le siècle d'avant, le XXe siècle, a été le siècle de tous les extrêmes. Le siècle de tous les extrêmes technologiques, malheureusement, en termes de régime politique et de massacres. Nous avons, nous, en ce début de 21e, des problèmes totalement différents et ce siècle s'annonce extrême, mais de façon différente. Et je pense que notre siècle, nous, il ressemble beaucoup plus à ça. Ça s'appelle Superman, c'est à Los Angeles, dans un parc d'attractions. Ma femme adore ça, moi j'ai horreur de ça, mais voilà, ça s'appelle, vous avez l'impression d'être sur une exponentielle. Et en fait, c'est bien notre problème, nous. Notre problème en ce 21e siècle, c'est qu'on est tous sur une exponentielle. Si vous avez fait un peu de mathématiques, je sais que dans la logistique, on est rigoureux, vous savez que le problème, c'est la dérivée seconde. La dérivée en un point, c'est la vitesse. La dérivée de la dérivée, c'est la vitesse de la vitesse, c'est-à-dire l'accélération. Notre problème, c'est que ça va vite, mais ça va de plus en plus vite. Et vraiment, c'est un point important parce que l'accélération est une partie du problème qu'on a aujourd'hui, parce que si ça s'accélère, ça veut dire que le temps d'adaptation n'est plus le même. Quand vous aviez 25 ans ou 50 ans pour vous faire une innovation technologique, c'était beaucoup plus facile. La nouvelle génération, elle était formée. Aujourd'hui, on va le voir, c'est très différent. Et c'est pourquoi je vais y insister et vous montrer que l'histoire de l'humanité est à bien des égards l'histoire de l'accélération. Je vous ai promis de prendre du recul. Pendant 3 millions d'années, on a taillé les mêmes silex. Et puis arrive la deuxième révolution industrielle, si vous voulez, de l'outil, c'est l'âge du bronze. Et bien, le passage de l'âge du bronze à l'âge du fer, lui, il n'a pris que 2000 ans. Seulement 2000 ans. Et puis, après, ça s'accélère. Entre le premier vol des frères Wright en 1903, première fois où on a vaguement réussi à voler sur quelques mètres, et le moment où on a marché sur la Lune, il y a 63 ans. Et d'ailleurs, si vous prenez Louis Blériot en 1909, la première traversée de la Manche, c'est encore mieux, il y a 60 ans. Entre Louis Blériot et le moment où on a marché sur la Lune, il y a 60 ans. Et si vous pensez que dans la vie, vous prenez des risques, souvenez-vous que Louis Blériot, quand il a traversé la Manche dans son coucou, il avait une jambe cassée et il ne savait pas nager. Il y a des gens qui prennent des risques dans la vie. Entre les deux, alors on est tous très jeunes dans cette salle, mais moi je me souviens de l'ordinateur de gauche. Il y a 35 ans, un peu entre les deux, ça s'accélère quand même beaucoup. Là encore, il y a à peu près une trentaine d'années entre les deux téléphones. Ça s'appelle un téléphone, mais enfin, ça ne fait évidemment pas du tout les mêmes choses. L'une des choses extraordinaires de notre époque, c'est la croissance de la capacité informatique. Alors d'abord, la capacité de mémoire. À gauche, une entreprise reçoit un disque dur de 5 mégaoctets
dans les années 50. C'est pas un piano, hein. Et à droite, on a tous dans notre poche aujourd'hui 2 terabits sans aucun problème. Le plus extraordinaire, c'est même pas d'ailleurs la capacité de mémoire, c'est la capacité computationnelle. Alors, si vous voulez briller dans les dîners en ville, c'est tout simple. Depuis 1938, la puissance informatique a été multipliée par 1 milliard de milliards. Parce qu'on est arrivé, le plus grand ordinateur du monde s'appelle le Frontier, qui est aux USA. Il fait 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. En 1938, le premier ordinateur, il faisait 1 opération par seconde. Bientôt, on aura l'Aurora, qui va faire 2 exaflops. Un exaflop, c'est 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Et puis, Musk a annoncé qu'il allait faire fonctionner un ordinateur à 400 exaflops, 400 milliards de milliards d'opérations par seconde. Et Intel et Dell ont en travaux un ordinateur qui sera le premier à atteindre le zetaflop, les 1000 milliards de milliards d'opérations par seconde. Mais même là, ça n'est qu'un début, parce que vous savez qu'arrive l'informatique quantique. Et le rapport de puissance de l'informatique quantique à l'informatique d'aujourd'hui, c'est 1 à 100 000 milliards. Autrement dit, l'informatique quantique va faire en 3,20 secondes ce que les meilleurs ordinateurs d'aujourd'hui font en 10 000 ans. 3,20 secondes, 10 000 ans. Ça s'accélère incroyablement et à une vitesse qui est palpable quasiment de jour en jour. Et si on prend du recul sur les innovations scientifiques et techniques, on voit que tout ça s'est notamment accéléré. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années. Tout s'accélère depuis 2 siècles, et encore plus en ce siècle-là. Et si vous prenez les innovations, les cycles d'innovation schumpeteriens, vous vous rendez compte qu'ils ne font que rétrécir et rétrécir et rétrécir. Ça va vite, ça va de plus en plus vite. Et évidemment, ça fait juste 1 an et demi qu'est arrivée l'IA générative. L'IA générative, c'est un changement dans le jeu incroyable. Pour la première fois, nous avons de l'intelligence quasiment en flot continu, disponible à volonté. Ça n'était jamais arrivé avant. J'espère que vous avez tous testé de l'IA générative dans cette pièce. Je ne vais pas faire le petit test, regardez qui ne l'a pas fait, mais allez voir, c'est gratuit, il faut suffire de fonder un compte. Hein, et c'est absolument incroyable. ChatGPT 3.5, c'était 175 milliards de paramètres. ChatGPT 4, qui existe aujourd'hui, c'est 1000 milliards de paramètres, probablement un peu plus. Et NVIDIA a annoncé qu'ils allaient réussir à faire fonctionner une architecture d'IA générative à 27 000 milliards de paramètres. Vous voyez, ça fait 1 an et demi qu'est sorti ChatGPT 3.5 dans le public. Vous voyez la rapidité de progression de ces technologies. Quand on s'intéresse à l'IA, il y a une nouveauté tous les jours. Il y a tous les jours un truc qui se passe. Autrefois, il fallait attendre 50 ans entre 2 grandes innovations. Aujourd'hui, c'est tous les jours. L'un des trucs vraiment étonnants, et ça vous connaissez ça très bien dans la logistique, c'est que les progrès d'économie d'échelle sont encore plus incroyables que ce qu'on avait annoncé. Vous connaissez la loi de Moore. Tous les 18 mois, la puissance informatique va doubler. Et bien en fait, la loi de Moore, elle a été battue. Si vous regardez par exemple le séquençage du génome, en 2001, il coûtait 100 000 millions. Aujourd'hui, il coûte à peu près en fait, le prix d'un jean, en réalité. Ça a chuté beaucoup plus vite que prévu parce que les capacités informatiques de traitement chutent beaucoup plus vite que prévu. Finalement, l'un des trucs bizarres de notre époque, c'est que tous les prévisionnistes du futur se sont plantés, les choses arrivent plus vite que prévu. Et on va en voir d'autres illustrations. Sam Altman a tweeté ça il y a quelques semaines. Il a dit « Nous vivons l'année la plus intéressante de l'histoire humaine, à l'exception des années suivantes. » Sam Altman en sait quelque chose. Il est aux premières loges, évidemment, de l'IA qu'il est en train de développer. Alors, vous savez qu'avec l'IA générative, il y a le texte vers le texte, mais le texte vers l'image vers le texte to motion, le text to action bientôt. En réalité, vous allez pouvoir créer réellement et faire des œuvres de création grâce à la machine. Vous pouvez déjà aller beaucoup vous amuser à faire plein de choses très amusantes à volonté. Il n'y a pas vraiment de droit d'auteur, ça pose d'ailleurs des grands problèmes, hein, derrière des images que vous allez pouvoir faire à volonté. Et maintenant, des films. Le text to motion, c'était encore il y a 1 an quasiment une idée. Aujourd'hui, comme vous savez, ça fonctionne déjà, ça existe, et il y a de plus en plus d'outils. Vous pouvez vous amuser. Alors moi, je suis nul, par exemple, en électricité. Vous prenez une photo de votre tableau, et il va vous expliquer tous vos disjoncteurs et exactement ce qu'il va falloir actionner. C'est facile pour le bricolage. Vous pouvez aussi prendre une photo de votre réfrigérateur et lui dire « Qu'est-ce que je peux faire comme menu ce soir ?» en fonction des restes.
Enfin, il y a plein de choses. Il fait des critiques de votre robe du soir. Enfin, voilà, c'est virtuellement sans fin, puisqu'évidemment, c'est une intelligence de plus en plus générale. L'une des caractéristiques de notre époque, c'est que la science-fiction n'est que de la science avec un peu d'avance. Regardez la communication de pensée. Science-fiction. Eh bien, cet exemple, il a 1 an. Vous montrez des images à quelqu'un, il est équipé de capteurs qui vont capter son activité électrique du cerveau, l'activité électrique du cerveau. L'ordinateur en bas arrive à refaire en partie les images qui sont juste vues. Regardez le nounours, on voit le nounours, franchement. Le skieur, l'avion, ça c'est reconstruit par ordinateur uniquement en regardant l'activité du cerveau. La compréhension de ce qui se passe dans notre cerveau, la lecture de la pensée est probablement devant nous. Et comme vous savez, Elon Musk, autrefois, quand il lançait un truc, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, plus personne rigole. Parce qu'en général, ça se fait, n'est-ce pas? Et bien, ça y est, Neuralink, comme vous savez, a été implanté sur une personne tétraplégique qui arrive à bouger, du coup, à maîtriser son ordinateur, rien qu'avec la pensée. L'hybridation du cerveau et de la machine est en marche. Ce qui est très intéressant avec la technologie, c'est qu'il y a 2 choses un peu contradictoires. La première chose, c'est qu'on arrive assez bien à comprendre ce qui va se passer, à anticiper. Regardez, ce sont des cartes postales écrites en 1900 qui essayaient d'anticiper le monde de l'an 2000. Le dessinateur, il est dans le monde de 1900, vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit? Il a très bien compris, tout ce qu'il avait prévu, c'est passé. On a très bien anticipé les innovations technologiques. En revanche, il y a un truc qu'on anticipe très mal. Et toujours très mal. C'est pour ça que ce n'est pas si simple de prévoir l'avenir. On n'anticipe pas la façon dont les sociétés changent au contact des technologies. Ça, c'est très dur. Regardez, on ne pouvait pas imaginer dans les années 2000, quand on a inventé un trombinoscope, qu'il allait avoir pour conséquence indirectement, quelques années plus tard, l'occupation du Capitole par un type torse nu avec une toque en bison. On ne pouvait pas savoir que les réseaux sociaux tueraient la démocratie, feraient exploser la façon dont l'opinion se forme et créeraient des formes d'hystérisation et de violence. C'était très compliqué d'imaginer. On pensait que les gens s'échangeraient des photos de chats. Mais ils s'échangent des photos de chats, mais ils s'échangent beaucoup plus que ça. Et ça, c'était très dur à prévoir. C'est pour ça qu'il faut être très modeste quand on prévoit l'avenir, parce que technologiquement, on voit bien ce qui va se passer, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que la société et qu'est-ce que les gens vont faire de tout ça? On n'a jamais été... Les économistes, en fait, aujourd'hui, sont hébétés. On n'a jamais été dans un monde où l'intelligence est une commodité, comme le pétrole. C'est une commodité. On ouvre un robinet, il y a l'intelligence qui sort. Jusque-là, l'intelligence, c'était le truc le plus rare. Il fallait une 30aine d'années pour la former. Tu te fatiguais vite, tu avais une bande passante relativement rare, c'était spécialisé. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'était cher. Qu'est-ce que tu vas faire dans un monde où tout d'un coup, ça est à jet continu? Pour la première fois, ce sont des gens qui ont fait des études comme nous, qui sommes un petit peu menacés, parce que jusque-là, c'était plutôt des travaux assez peu qualifiés qui étaient attaqués. Ça pose une vraie question, ça nous secoue, c'est plutôt pas mal. Et pourtant, on est nulle part encore dans l'IA. Pour l'instant, l'IA, elle est très très bête. On est dans l'IA faible. La vraie question, c'est quand arrive l'AGI, l'Artificial General Intelligence. Tout le monde l'annonçait pour 2040-2050. Maintenant, on est beaucoup plus aujourd'hui à 2030. Et comme je vous disais, c'est quelque chose qui est extrêmement troublant. Quand on suit un petit peu, ça va faire une dizaine d'années que je suis ces questions d'IA, on s'est tous plantés dans nos prévisions. Moi, je disais dans mes conférences jusque-là, c'est le problème de nos enfants, ils vont être dans un monde quand même assez bizarre. Moi, j'étais assez tranquille. Aujourd'hui, plus du tout. Regardez, pardon, c'est mon dernier schéma un peu compliqué, mais c'est les erreurs de prévision sur à quel moment arrive l'IA générative forte, l'IA forte. Et en fait, on n'a pas arrêté de se planter. Encore, il y a 4 ans, on la voyait arriver en 2080, un peu plus même. Et en fait, plus ça va, aujourd'hui, si on ne se plante plus, elle est là en 2030. Et si on se plante, beaucoup plus tôt. 2027, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est demain. Ça tombe bien, on va être aux premières loges de tout ça. C'est Ray Kurzweil qui a dit « Si vous arrivez à survivre aux 5 prochaines années », Ray Kurzweil, le grand Manitou du MIT notamment,
Si vous arrivez à survivre aux 5 prochaines années, il est probable que vous viviez 500 ans. J'ai l'intention d'essayer, personnellement. Il y a une concurrence extraordinaire dans les IA génératives. Claude 3 d'Anthropique est assez extraordinaire et il y a même peut-être une étincelle de conscience de soi. Je vous raconte l'histoire parce qu'elle est fascinante. On teste Claude 3 en lui donnant plein d'éléments et dedans, il y a juste une bribe d'information qui permet de répondre à la question. Ça veut dire qu'il est obligé de comprendre tout pour arriver à répondre à la question. En l'occurrence, c'est des toppings de pizza dans des trucs qui n'ont rien à voir. Il répond parfaitement à la question. Ça s'appelle le test de l'aiguille dans la botte de foin. Il répond parfaitement à la question, mais il ajoute une réflexion. Claude 3. Il dit, c'est bizarre parce que le reste du texte n'avait absolument rien à voir avec les toppings de pizza. Ça devait être un test. Ça devait être un test. Peut-être une étincelle de conscience réflexive qui est en train d'arriver sous nos yeux. Très compliqué d'imaginer ce qui va se passer. Il est possible, je pense que ce n'est pas tout à fait notre problème tout de suite, c'est plutôt pour le coup nos enfants, il est possible que le travail disparaisse. Je ne vais pas vous mentir. Il est possible qu'on puisse tous aller à la pêche. Et la vraie question à ce moment-là, ça sera qu'est-ce qu'on fait de nos loisirs? Qu'est-ce qu'on fait du temps extraordinaire de nos 500 ans à vivre? Ne rien faire, c'est dur. Ça s'apprend. Mais on n'y est pas tout à fait. Alors, pour regarder encore le verre à moitié plein, on est probablement au début d'un accroissement extraordinaire des connaissances scientifiques, en particulier pour la santé. Regardez, AlphaFold a réussi à économiser en 16 jours, uniquement en 16 jours, il a économisé 1 milliard d'années de travail de chercheurs scientifiques. Oui, AlphaFold, il a déterminé la structure de 200 millions de protéines. Jusque-là, pour faire la structure d'une protéine, il fallait 5 ans à un thésard. En 16 jours, très exactement, AlphaFold a déterminé les 200 millions de structures. 1 milliard d'années de chercheurs économisés. Merci. Bon, maintenant, voyons le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon. Parce que l'IA, évidemment, fait un petit peu peur. Je pense qu'il ne faut pas tourner le dos au risque. En l'occurrence, j'aime bien ce film qui rappelle mon enfance, mais c'est moins risqué que ça. Évidemment, vous savez que le problème, c'est la disparition de la vérité. Qu'est-ce qu'une image vraie? Qu'est-ce qu'une image authentique? Absolument impossible à savoir de plus en plus. Il faut se fier aux sources, mais les sources elles-mêmes, comment font-elles pour vérifier qu'une photo est vraie? C'est de plus en plus dur. On est dans l'ère de la post-vérité. On est dans l'ère aussi de nouvelles formes d'influence où les États ont commencé déjà à essayer d'influencer la façon dont les opinions publiques se font. La guerre ne se fait plus seulement avec les armes, elle se fait avec l'information. C'est difficile pour les politiques de suivre des évolutions technologiques qui sont si rapides. C'est le biologiste Oliver Wilson qui avait une phrase formidable. Il dit « Notre problème, c'est qu'on a un cerveau du Paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. » C'est très difficile pour les institutions d'avancer, surtout démocratiques, à la même vitesse, évidemment, que la technologie, que la science, surtout quand elle se décide ailleurs. On est aujourd'hui à un moment de concentration des pouvoirs extraordinaire. D'ailleurs, mon schéma, il est déjà has-been, puisque NVIDIA, qui fait la capacité de calcul, est aujourd'hui la 3e capitalisation boursière du monde. Elle est passée devant Saudi Aramco, ce qui est un symbole extraordinaire. Elle est aujourd'hui, j'ai vérifié ce matin, 2300 milliards d'euros de capitalisation. Il n'y a juste que Microsoft et Apple qui aujourd'hui, devant NVIDIA. NVIDIA, vous ne connaissiez même pas ce mot il y a encore 2 ou 3 mois. Aujourd'hui, c'est la 3e capitalisation boursière du monde. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il fallait le charbon, puis il a fallu le pétrole. Aujourd'hui, il faut le GPU, c'est-à-dire la capacité de calcul. Regardez l'extraordinaire croissance des plus grandes capitalisations boursières du monde entre 2005 et 2022. Aujourd'hui, la technologie est reine. Le bleu, c'est la technologie. Et Saudi Aramco, c'était le seul qui n'était plus tout à fait techno dans les grandes capitalisations boursières. Alors, on le sait depuis Yalta, quand on n'est pas à la table des négociations, c'est qu'on est au menu. Qu'on le veuille ou non, j'ai aucun problème à l'expliquer en France, qu'on le veuille ou non, il va falloir choisir son maître parce que c'est soit les États-Unis, soit la Chine. Voilà.
Il y a des pour et des contre. Je suis plutôt vers l'ouest, je préfère les mic tchèques. Il faut être lucide. Qu'est-ce qui faisait la puissance d'une nation avant la révolution industrielle? C'était la terre. On se battait pour conquérir la terre. À partir de la révolution industrielle, c'est les usines, mais aussi les matières premières et évidemment l'énergie. J'ai parlé du charbon, j'ai parlé du pétrole. Qu'est-ce qui fait la richesse d'une nation aujourd'hui? Les cerveaux. Le cerveau, c'est le nouvel or. Parce que le cerveau permet d'avoir la meilleure technologie. La meilleure technologie permet d'avoir la puissance économique et militaire. Pourquoi les Français ont perdu à Crécy et Azincourt contre les Anglais? C'est très simple. Les Anglais avaient les longbows, des grands arcs qui ne craignaient pas la pluie et qui tiraient 12 flèches par minute. Nous avions, les Français, de magnifiques arbalètes qui craignaient la pluie, un peu gênant, et qui en tiraient moitié moins. Moins bonne technologie, égale, on se fait dominer. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Les cerveaux font la puissance. Vous savez que la Corée du Sud a un grand problème. Ils n'arrivent pas à empêcher leurs enfants de bosser. Tous les enfants de Corée du Sud vont à une deuxième école après la première. Donc le gouvernement coréen a dit, bon, bah alors, on oblige les deuxièmes écoles à fermer à 22h. OK? Les écoles ferment. Génial, 22h. Mais du coup, elles ont créé des sites en ligne pour que les enfants puissent apprendre. Vous savez à quelle heure est le pic de connexion? 1h du matin. Le gouvernement de Corée ne sait pas comment empêcher ses enfants de bosser. En France, on a d'autres problèmes. La Chine a interdit plus de 40 minutes de l'équivalent de TikTok par jour et plus de 3 heures de jeux vidéo par semaine. Et c'est tout à fait exprimé. C'est comme dans la lettre volée d'Alan Poe. Vous savez, tout est dit en fait. Il suffit d'aller lire. Ils disent, le cerveau de nos enfants, c'est notre premier actif. On doit protéger le cerveau de nos enfants contre l'opium numérique. Voilà. 3 heures de jeux vidéo par semaine. La vraie question qui se pose aujourd'hui pour une entreprise, est-ce que Schumpeter, c'est lui, est-ce que Schumpeter a tort? Schumpeter, l'économiste de la destruction créatrice. Oui, les technologies détruisent des emplois, mais jusque-là, ils en ont toujours créé au moins autant. Et c'est vrai, jusque-là, il a eu raison. La question, c'est est-ce qu'il a tort? Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne, le moment de la disparition des emplois? Et puis même, la destruction créatrice, si elle se fait sur 25 ans, comme je l'ai dit, ça va encore. Mais si elle se fait sur 3-4 ans, tu mets combien de temps à te former? Comment tu fais pour former massivement des gens à des emplois différents? Parce que les compétences nécessaires ne sont pas du tout les mêmes. En quelques années, là, on a au moins supprimé 2 emplois. On peut dire qu'il y en a d'autres qui se sont créés, mais chez les concepteurs et les gens qui vont manipuler les drones. Ce n'est pas les mêmes compétences. Alors, il y a des trucs, moi je regarde ça de très près, mais il y a des choses étonnantes qui se passent. Par exemple, il y a eu très rapidement, depuis l'arrivée de ChatGPT, une chute de l'activité et du taux horaire par les indépendants qui vendaient leurs services sur Internet. Autrement dit, les gens vont utiliser ChatGPT et moins les indépendants. Il y a très très rapidement des phénomènes de balance comme ça qui se font. Et ça, c'était il y a quelques mois. Verre à moitié plein quand même. Regardez l'augmentation de la satisfaction dans un centre d'appel entre avant et après l'utilisation de l'IA. L'IA fait bondir le taux de satisfaction. Toutes les études montrent aujourd'hui que grâce à l'IA, vous allez être plus productif, vous allez être plus rapide, est-ce que vous allez produire une meilleure qualité? Puis c'est moins cher. Voilà. Il y a plein, voilà, dans le conseil, en bleu c'est quand tu n'as pas utilisé l'IA et en vert c'est quand ça a été utilisé. Ça a été de meilleure qualité et en gros c'est 30% plus rapide. Voilà. D'ores et déjà aujourd'hui dans le conseil, tout le monde utilise l'IA générative et pourtant ça n'est que balbutiant. Et pourtant, entre l'IA générative d'aujourd'hui et celle dans un an, il y aura encore plus de différence que celle d'aujourd'hui par rapport à il y a un an. C'est ce monde-là de forme d'hybridation dans lequel nous vivons, que nous le voulions ou non. C'est-à-dire que nous allons devoir travailler avec les machines. J'ai une amie fiscaliste qui me disait, c'est formidable, elle est avocate fiscaliste. Je n'ai plus besoin de junior, puisque je peux arriver à faire mon étude directement de jurisprudence dans toutes les langues. Il me fait un projet de contrat, un projet de décision, j'ai plus qu'à mettre mon nom ou quasiment. Je pose la question, qu'est-ce qu'on fait des juniors quand on n'a plus besoin de seniors? Et comment on devient senior quand on n'a plus besoin de juniors? Parce qu'autrefois, c'était quand même la façon de gagner en responsabilité, de gagner en expérience. Il y a un problème de gap générationnel qui va se passer, car aujourd'hui, l'IA
c'est d'une certaine façon la revanche des seniors. C'est la revanche des gens qui ont déjà de l'expérience et du savoir-faire. Aujourd'hui, si tu as ton savoir-faire, tu utilises l'IA, tu es beaucoup plus rapide, mais il faut avoir le savoir-faire pour juger le travail de l'IA, parce que l'IA parfois raconte beaucoup de bêtises. Et il faut savoir corriger, il faut savoir le juger. Et ça, si vous n'avez pas d'autres compétences que faire CTRL-V, CTRL-C, c'est ça? Non, CTRL-C, CTRL-V. Eh bien, votre valeur ajoutée, très rapidement, elle va être assez faible. Parce que le copier-coller, ça va se voir, hein. Il y a des choses formidables aussi qui vont être créées grâce à l'IA, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui avaient moins de valeur qui vont en reprendre. Le spectacle vivant, la capacité à prendre la parole, la capacité à manager, à travailler en équipe. Le travail humain, il a beaucoup d'avenir. Mais il y a peut-être des choses aussi qui avaient moins de valeur et qui vont en regagner, qui vont regagner de la valeur, la capacité à prendre la parole en public. Un grand truc d'avenir aussi, c'est les divertissements, c'est les loisirs. Parce qu'on va continuer à travailler de moins en moins globalement dans le monde. Et donc, on est déjà dans les échanges, mais les échanges, les voyages, ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer de plus en plus, parce que les désirs humains sont infinis. Et ça tombe très bien, parce qu'on va avoir de plus en plus la capacité de les satisfaire. Le spectacle vivant va continuer à être de plus en plus important. Autrefois, on faisait quelques spectacles qui n'étaient pas très rentables pour vendre des CD. Aujourd'hui, on met la musique gratuitement pour pouvoir faire du spectacle. Taylor Swift, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires pour sa tournée. La technologie, depuis toujours, elle nous augmente et elle nous diminue. C'est très intéressant. Regardez, quand on a eu les lances et les arcs, les paléoanthropologues montrent qu'on a baissé en puissance musculaire. C'était plus la peine de courir aussi vite. Eh bien, la technologie, elle va continuer à avoir cet effet où à la fois elle nous augmente et elle nous diminue. Je passe un peu pour pas être trop long, mais vous savez qu'il y a une étude qui a montré qu'à Londres, bon là c'est un taxi new-yorkais évidemment, mais à Londres, l'utilisation du GPS a fait diminuer la taille de l'hippocampe chez les chauffeurs de taxi. L'hippocampe, c'est la partie du cerveau dans le cortex préfrontal qui stocke la mémoire spatiale. Quand vous vous servez moins de votre cerveau s'atrophie, il se diminue. Exactement comme on est obligé de porter les appareils parce qu'on ne mâche plus comme avant. Et donc tous nos enfants sont obligés de passer par la douloureuse case de l'appareil parce que nos dents rétrécissent. Enfin, pas nos dents, mais nos bouches. Elles sont plus adaptées. Le risque, si nous ne faisons rien, c'est que nous devenions une civilisation. Une grande partie d'entre nous sera un peu apathique. Et puis nous devenons tous en partie dépendants au téléphone. Il y a même des vrais problèmes psychanalytiques qui se développent. Hein. Vous savez, ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Il y a aussi la selfie, la prise obsessionnelle de selfie. Et il y a aussi la peur d'être séparé de son portable. Ça c'est un truc qui est en train de... Moi, je suis à peu près là-dedans. Aujourd'hui, un portable, on le regarde 150 fois par jour. Si autrefois, vous étiez sorti de chez vous pour les regarder dans votre boîte aux lettres, 150 fois par jour si vous avez du courrier, on vous aurait envoyé à l'asile des fous. Aujourd'hui, c'est nous tous. Demain, peut-être qu'une partie de l'humanité vivra en ligne dans une forme de réalité virtuelle, et ça n'est que le début, parce que je ne vous ai même pas annoncé le meilleur. Le meilleur, c'est l'arrivée relativement rapidement de l'ère des humanoïdes. C'est l'IA incarnée. Ils sont tous lancés à pleine balle, tous les grands fabricants, dans la fabrication d'humanoïdes. Ils savent déjà plier le linge. Ils vont faire la cuisine. Ils vont faire votre ménage. Ils vont faire l'école à vos enfants. Ça marche très très bien. Et ça progresse à une vitesse extraordinaire. Elon Musk a dit en 2040, il y aura 1 milliard de robots. En fait, c'est autant que de voitures, en fait. C'est-à-dire qu'on aura tous chez nous un robot. J'en vois beaucoup par là, ici, qui disent « Putain, ce sera trop bien. Moi aussi, j'attends ça. » On aura tous des robots serviteurs chez nous, ça sera pour le prix d'une voiture. Un peu moins, en fait, très rapidement. La vraie question, c'est les gens qui faisaient ce travail-là aussi, que vont-ils devenir, hein? Il y a plein de questions qui vont se poser. En tout cas, tout ça arrive finalement, là encore, science-fiction. Vous voyez, Star Wars, la différence, c'est que le robot que vous aurez chez vous, comparé à R2-D2, il sera aussi intelligent, mais lui pourra faire des backflips sans élan, contrairement à R2-D2. Le robot, demain aussi, pourra être, comme dans le film Her, notre confident, pourquoi pas notre amoureux, d'ailleurs. Les comportements humains face aux machines sont assez étonnants.
L'une des questions qui se pose, c'est est-ce que vous aurez le courage de régler votre robot sur le mode Jiminy Cricket, c'est-à-dire est-ce qu'il va vous imposer de faire des efforts, d'avoir une discipline, d'utiliser votre cerveau, ou est-ce que vous allez le régler sur le mode du renard qui va amener Pinocchio sur l'île au plaisir, où comme vous le savez, il devient un âne, si vous vous souvenez bien de l'histoire. C'est un monde extraordinaire dans lequel on a la chance de vivre, nous et nos enfants aujourd'hui, un monde extraordinaire et aussi un peu inquiétant, mais en fait enthousiasmant quand même. S'il y a bien une certitude, c'est que, et il y a eu beaucoup de fantasmes au moment du Covid, oh là là, ça y est, c'est la démondialisation. Que dalle. C'est pas du tout ce qu'on observe. Alors oui, il y a des logiques de bloc, j'en ai parlé. C'est sûr qu'il y a des logiques différentes, que la guerre en Ukraine notamment amène à repenser certaines choses. Mais on va continuer à échanger plus que jamais. On va échanger parce que les désirs humains sont de plus en plus grands et parce que les capacités de le faire vont être encore plus grands. Regardez, depuis qu'on a les réseaux sociaux, personne n'imagine qu'on va débrancher Internet et qu'on va arrêter d'être relié au monde entier en permanence. On va consommer des contenus, on va consommer des produits, on va consommer des services, on va voyager et ça va continuer de plus en plus. Et quoi qu'il arrive, avec l'augmentation des capacités, le fait que vous avez 2 milliards de personnes en Asie qui accèdent au statut de la classe moyenne avec une fringale d'échanges et de voyage comme jamais. Alors évidemment, ça pose aussi des problèmes écologiques que vous connaissez, mais c'est vraiment la bonne nouvelle quand vous regardez l'évolution de loin sur le volume d'échanges, mis à part quelques petites crises évidemment qu'on connaît, mais si hop, on dézoome, ça n'a jamais baissé, ça continue. On échange de plus en plus. Et évidemment, pour vous, c'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qui est fondamental dans l'avenir du transport et de la logistique ? Qu'est-ce qui va faire d'ailleurs qu'un pays est bien placé ? La première chose, évidemment, vous l'avez compris, c'est le capital humain. De plus en plus, on a besoin de formation. Et dans tous les pays où j'ai la chance de voyager, je vois à chaque fois des entreprises qui me disent la même chose. On a du mal à trouver les compétences dont on a besoin. On a du mal à attirer les jeunes, on a du mal à les faire rester. La bonne compétence, elle est devenue rare et précieuse. Et je pense que ça va continuer. C'est une chance si vous les avez, donc plus que jamais, il faut former et bien former. L'emplacement géographique, et là d'ailleurs le Maroc est formidablement bien placé, l'emplacement géographique, c'est comme dans l'immobilier, ça fait tout. La localisation. Les infrastructures routières de rail, la qualité de vie évidemment, et puis la stabilité, parce que ça a toujours été pour les entreprises comme pour les citoyens, l'un des indicateurs phares. Vous avez besoin de prévisibilité. C'est dur pour une entreprise de vivre au XXIe siècle plus que jamais. Vous savez que vous êtes tous sur l'exponentiel et puis c'est même quasiment au cube parce que tout change en même temps. Les gens qui travaillent chez vous, les technologies avec lesquelles vous travaillez, ce que font vos concurrents, ce que volent vos clients. Et puis aussi les législations et les équilibres internationaux. Évidemment, c'est dur. Il y a une part un petit peu de ce monde qui est chaotique parce qu'il est interrelié, plus c'est interrelié, plus c'est chaotique. Mais cette stabilité, elle est extrêmement précieuse parce qu'elle apporte au moins une forme de socle sur lequel on peut créer ses investissements et ses prévisions. Je ne doute pas, vous savez, c'est Woody Allen qui disait « J'adore l'avenir, c'est là que j'ai l'intention de passer le reste de ma vie ». Je crois qu'on peut adorer l'avenir, on peut adorer en fait, on est quasiment au premier quart, donc c'est 3 autres quarts du XXIe siècle qui arrivent, parce que justement, on sait être lucide, prendre l'initiative, savoir garder l'humain au centre du système et avoir les infrastructures et la gouvernance qui le permettent. En tout cas, je suis sûr qu'au Maroc, encore plus qu'ailleurs et plus que jamais, on a toutes ces choses qui sont réunies. Je vous remercie.